Thank you. Thank you. Docteur Gertrude Plus, mettez en diaporama votre présentation. Activez la modification en haut et mettez en diaporama. OK, Lise. Lise, tu peux nous aider comme c'est toi qui as partagé l'écran? Oui, c'est un diaporama. Ça ne se voit pas là-bas? Non, s'il vous plaît. Et en haut, activez la modification en haut. Si vous voulez que je partage de mon côté. C'est mieux. Partagez, parce que là, partagez. D'accord. Alors, désactivez la vôtre, s'il vous plaît. Arrêtez. OK, j'arrête. Très bien. Je viens d'arrêter. Vous pouvez partager. Oui, docteur Gertrude, à vous. Je suis désolé pour la coupure. À vous. Vous pouvez mettre un diaporama? Oui, c'est en diaporama déjà. C'est en diaporama? Oui. Non, chez nous, ça ne s'affiche pas en diaporama. Prof, voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Je le vois, oui. Mais il n'est pas en diaporama. C'est pas un diaporama. On a un petit problème. Hein? Oui. Essayez de nouveau de votre côté, docteur Isabelle, s'il vous plaît. Partager. Il faut pas que je puisse prendre. Mais moi, j'ai mis ça en diaporama. Comment oui, vous maintenant en diaporama. Oui, vas-y, docteur Gertrude, à vous. OK, ça va, merci. Maintenant, c'est en diaporama. On peut passer à la dia suivante. On peut passer à la dia suivante. Je suis en train de faire, mais ça ne passe pas. Ça va maintenant? Non, non, on est toujours à la première diapo. Chez moi, je suis à la deuxième. C'est passé. OK. Ouais. Là, c'est notre plan de présentation où nous allons pouvoir vous donner un petit aperçu sur la carte postale de la RDC, un aperçu sur la PCI, et nous allons pouvoir, en troisième lieu, vous parler de l'expérience de la RDC dans la gestion des épidémies et partager avec vous quelques défis. Alors, je suis allé trop vite. Il faut que je rentre. Lise, tu peux... Oui, docteur Isabelle. Attendez, je suis allé trop vite. Je dois rentrer. Yeah. Il faut faire marche arrière. Faire marche arrière. Super. Donc, remonter. Super. Docteur Isabelle, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, il faut passer à la dia suivante. La République démocratique du Congo, comme vous le voyez affiché dans la dia là-bas, est un pays qui est situé au centre de l'Afrique. Et elle a une superficie à plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec 9 provinces qui sont limitrophes et près de 85 millions d'habitants pour 36 habitants au kilomètre carré. Là, ce sont les données de l'INS. Et la population se concentre là où elle trouve beaucoup plus de facilité pour vivre, donc les plateaux, les savanes et près des cours d'eau. Il y a 26 provinces, 96 villes, et qui ont, dans lesquelles nous trouvons 145 territoires qui sont répartis en secteurs, communes, qui sont en milieu rural et en milieu urbain. Il y a 5 397 groupements. On peut passer. Docteur Isabelle, on peut passer. Le système de la RDC. Docteur Isabelle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur Isabelle. Il y a oui, j'ai fait ça. Je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir un problème. Hein? Ça passe. Si ça passe, je suis là. Je vous en prie, Isabelle, est-ce que ce ne serait pas mieux que le professeur Chedli puisse continuer à manipuler pour nous? C'est mieux que lui partage, parce que là, apparemment, chez moi, ça ne bouge plus, c'est figé. Oui, oui. Professeur Chedli, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Oui. Merci.
C'est bon? Chers collègues, est-ce qu'on ne peut pas continuer ainsi? Je pense qu'il y a un problème technique. Allons comme ça pour gagner du temps. Est-ce qu'on peut voir maintenant properly? Oui, ça se voit, mais ce n'est pas un diaporama. Alors moi, je souhaitais que vous puissiez continuer ainsi pour gagner du temps. OK, merci professeur. Nous sommes là, nous tous. Alors, comme vous le savez, le système de la RDC, le système de santé, est structuré à différents niveaux. Donc, il y a 3 niveaux, dont le niveau central, provincial et périphérique. Et le niveau périphérique ne pas toutes les activités. Et c'est là le lieu où toutes les activités sont mises en œuvre. Alors, le niveau central et le niveau provincial sont structurés presque de la même façon. Au niveau central, il y a 13 directions et 52 programmes spécialisés. Et là, le rôle est essentiellement normatif et régulateur. Tandis qu'au niveau provincial, il joue un rôle d'administration décentralisée chargé de l'encadrement des zones de santé, donc de l'encadrement de tout ce qui se passe au niveau opérationnel. On peut passer? Professeur, s'il vous plaît. Normalement, j'ai bougé, mais c'est bon? Non, non. Apparemment, il y a toujours un problème technique. Là. On a un grand problème. Prof? On a un problème, je suis désolé. Oui, docteur Gertrude, essayez maintenant, s'il vous plaît. Docteur Gertrude, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Je disais que le système de santé en RDC est structuré à 3 niveaux, central, provincial et périphérique. Et c'est au niveau périphérique où se passent toutes les activités des soins de santé primaires. Alors, le niveau central a essentiellement comme rôle normatif, tandis que le niveau provincial a comme rôle essentiel l'encadrement des zones de santé. Nous pouvons passer. Professeur, s'il vous plaît. J'ai avancé, mais malheureusement, ça continue de ne pas passer. Est-ce que c'est bon ou non? Je suis vraiment désolé. On est bloqué à la 4e dia. On a un grand problème technique, je suis vraiment désolé.
Et maintenant? On doit passer à la diapositive suivante. C'est bon maintenant? Ça passe? Non, pas encore. Pas encore. Je crois que je vais essayer de balancer à professeur Bola Bola la présentation. Docteur Valérie? Professeur, Oui, prof. je vous écoute. Que je place ma présentation? Allô, prof? D'accord. D'accord, d'accord. Docteur Valérie, je vais t'envoyer la présentation de nos collègues. Essaie de la balancer de ton côté parce qu'il y a un problème technique de mon côté aussi. Je vous en prie. Allez-y, prof. Tout de suite. Hein. C'est fait déjà, docteur Valérie. Hein? Docteur Valérie, est-ce que c'est fait déjà? Je crois qu'elle est en route le temps qu'elle traverse les frontières. Elle n'est pas encore entrée chez moi. Elle va traverser toute l'Afrique, du nord au sud. Oui. Chers collègues participants, vraiment, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. Professeur, vous pouvez renvoyer par la deuxième voie aussi. Utilisez les deux voies. OK, elle est arrivée. Elle est arrivée. Je l'ouvre. Elle est arrivée. Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes vraiment désolés. J'espère qu'on trouvera une solution avec notre collègue docteur Valérie en Afrique du Sud. Je vais partager l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, elle est là. Et je vais Oui, la mettre on la voit. en mode présentation. Vous l'avez avec vous. Et oui, passez à la quatrième diapo. Alors, il y a un problème. Hein. Même pour vous, ça ne passe pas. Hein. Faire de cette façon-ci. On va... Oui, elle passe maintenant. Quatrième diapo. Oui, encore. Oui. Non, l'autre, avant. Ah, retourne, la quatrième. Avant, la pyramide, là, la pyramide. Oui, avant celle-là. Oui, c'est bon. Docteur Gertrude, est-ce que vous voyez maintenant? OK, merci. OK, merci je vous en prie. À vous. Désolé, vas-y. Oui, ce sont des problèmes techniques qui arrivent. Merci au docteur Valérie qui nous a trouvé la solution. Donc, je disais que le système de santé est structuré à 3 niveaux. Alors là, nous voyons les différents niveaux. Il y a le premier niveau qui est au niveau des zones de santé, c'est le niveau opérationnel, mais ce niveau a 2 échelons. Donc, le deuxième échelon, où nous trouvons les hôpitaux généraux, et au premier échelon, nous avons des centres de santé. Et les soins, le paquet des soins est différent par rapport à tous ces niveaux-là. Alors, au deuxième niveau, c'est le niveau où nous avons les divisions provinciales de la santé. Et là, ce sont les hôpitaux provinciaux
qui donne tout le paquet de soins, mais un peu plus spécialisé que le niveau inférieur. Et au niveau tertiaire, nous avons les hôpitaux, les cliniques universitaires et les hôpitaux tertiaires. Là, nous avons des soins hautement spécialisés. Bien. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Docteur Valérie, Dia. Un instant, j'ai l'impression. Elle semble bloquée, mais je vais voir. Oui, ça a passé maintenant, oui. OK. Du point de vue organigramme, par rapport à l'administration centrale, nous voyons bien il y a le ministère de la Santé qui est au-dessus et il est secondé par le secrétariat général de la santé, publique, hygiène et prévention, et puis l'inspection générale de la santé. Au niveau du secrétariat général, nous avons 13 programmes et avec 2 programmes, nous avons 12 programmes, il y a 12 directions, je voulais dire, et 52 programmes. Il y a 2 directions générales au sein desquelles nous avons chacune 3 directions et il y a 7 directions autonomes. Donc, telles qu'affichées sur le graphique, nous avons la direction des ressources humaines, la direction d'études et planification, la DEGOS, donc la direction, là, c'est la direction générale. Nous avons la DPM qui est la direction de pharmacie et médicaments, la direction de surveillance épidémiologique, et la direction d'enseignement des sciences de santé, la direction administrative et la dentique. Là, ce sont les différentes directions qui répondent du secrétariat général. Elles sont au nombre de 7 qui sont autonomes. Et il y a les 2 directions générales, la DEGOS et la direction générale de lutte contre la maladie, qui répondent directement du secrétariat général, mais avec 6 directions, chacune 3 qui dépendent d'elles. Et nous avons l'inspection générale qui est là, qui a essentiellement le rôle de contrôle des normes, si les normes sont atteintes, et c'est ça le rôle régalien de l'inspection générale. Et vous voyez au coin, il y a l'IPES qui est là. Donc, l'IPES est au niveau de la province, mais l'IPES répond directement de l'inspection générale de la santé qui est au niveau national. Bien. Alors, par rapport si on peut passer. Docteur Valérie. Oui, il y a toujours notre problème technique. Docteur Valérie. Non, allez-y, je crois que c'est la dia suivante. Non, ça n'a pas passé. Oui, maintenant ça a passé, oui. Ce n'est pas passé. Voilà, merci beaucoup. Donc, au niveau des divisions provinciales de la santé, nous avons 6 bureaux qui sont là-bas, mais parmi les 6 bureaux, il y a le bureau hygiène et santé publique, qui est un bureau qui est essentiellement, qui s'occupe essentiellement des activités d'hygiène. Et parmi les activités, il y a la prévention et contrôle de l'infection. Et nous avons l'inspection provinciale de la santé qui répond directement de l'inspection nationale. Là, nous avons 4 bureaux qui dépendent de cette inspection et qui contrôlent si les normes sont appliquées au niveau des différents bureaux de la division provinciale de la santé. Dia. Comme je le disais, on peut passer. Professeur Valérie, s'il vous plaît. Oui, comme je le disais, la zone de santé qui est le niveau opérationnel avec des limites bien précises qui correspondent soit au territoire, soit à des communes, mais avec une population bien spécifique. Donc, une zone de santé a au moins 100 000 habitants. On peut avoir 100 000, on peut avoir plus de 100 000, avec des services de santé qui sont à 2 échelons, comme nous l'avons dit. Donc, il y a les hôpitaux généraux et il y a les centres de santé. Alors, le système de santé en RDC est aussi bâti sur un principe de partenariat. Donc, les structures privées sont aussi intégrées dans ce système. Dia suivante. Par rapport à la PCI,
Dia suivante, s'il vous plaît. Par rapport à la PCI, il y a la Direction d'hygiène et salubrité publique qui travaille directement en collaboration avec le Bureau hygiène et salubrité publique au niveau de la province. Au niveau des zones, il y a les zones de santé et au niveau de l'aire de santé, il y a l'infirmier titulaire qui est là. Alors, il y a une relation de collaboration qui fait en sorte que les normes sont édictées au niveau de la Direction hygiène et salubrité publique qui représente le ministère de la Santé, le secrétariat général et la DGLM. Et ces normes sont transmises à différents niveaux et c'est alors au niveau de l'aire de santé qu'il y a opérationnalisation. Et les données partent de la base, donc au niveau de l'aire de santé, les données relatives à la prévention et contrôle de l'infection ainsi que les autres données partent de l'aire de santé, remontent au niveau de la zone de santé et la zone de santé les fait remonter aux différents niveaux, donc au bureau hygiène et salubrité publique qui à son tour fait remonter les données au niveau de la direction hygiène. Et vous verrez bien que les informations sont partagées, les informations partent de la base, elles remontent au niveau national et le niveau national fait le feedback afin que le niveau opérationnel puisse s'aligner en relation avec les normes qui sont édictées. On peut passer? OK. Alors là, je passe la main au docteur Isabelle qui pourra nous faire vraiment un aperçu avec toutes les expériences que nous avons pu vivre au niveau de la RDC en relation avec la prévention et contrôle de l'infection. Vu que la RDC a fait face à différentes épidémies, donc il y a eu la résurgence des épidémies de la MVE, il y a actuellement l'épidémie de la COVID, il y a d'autres épidémies telles que la rougeole, le choléra qui sévissent dans le pays. Alors, la RDC a vraiment une grande expérience par rapport à ça et elle pourra nous être partagée par le docteur Isabelle. Docteur Isabelle, vous êtes là? Oui, elle est là. Docteur Isabelle, désactivez votre micro, s'il vous plaît. Oui, docteur Gertrude, mais moi... Vas-y. Docteur Isabelle, vous avez désactivé votre micro une autre fois. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ah, ok. Vas-y. Ah, j'avais entendu désactiver, c'est pourquoi j'avais désactivé. Bon, en réalité, il a débordé hein, pour l'aperçu de la PCI en RDC. Il a sauté les... OK. Donc, nous disons que la RDC, comme vous le savez, fait face à des urgences des épidémies. Quand l'épidémie de COVID-19 a commencé en République démocratique du Congo, il nous a trouvé à notre 10e épidémie et on avait commencé depuis 2018 qui était à l'Est. C'est à ce moment-là que le pays a fait face à des épidémies au même moment. Et bon, Dieu aidant, alors avec les efforts, quand l'épidémie, la 10e prenait fin, au même moment, il y avait la 11e épidémie aussi qui a été déclarée au niveau de l'Équateur, mais quand on a fait les syncassages, on a vu qu'il n'y avait même pas de lien épidémiologique avec la crise qui sévissait, avec la 10e qui s'achevait. Alors, nous disons dans ces sacs que l'évolution de la PCI en République démocratique du Congo est intimement liée à la survenue des épidémies. Alors, c'est là où vous allez voir que la PCI est plus implémentée, surtout en situation d'urgence dans des provinces où il y a des urgences des maladies à virus Ebola. Et dans le cas de COVID, on a implémenté vraiment dans des zones de santé, là où il y avait les points chauds. Dans les provinces, il y avait des points chauds, il y avait des cas de maladies à COVID-19, des zones offshore. C'est là où on a vraiment mis les paquets par rapport à la PCI. Alors, Dia, alors, nous disons, comme a bien dit le docteur Gertrude, passons à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Bon, nous faisons les niveaux de performance de la prévention et contrôle des infections dans les formations sanitaires a beaucoup évolué. Là, vous êtes allé trop vite. Hein? Donc, on a évalué nos formations sanitaires, comme vous le savez. Là, vraiment, vous êtes allé trop vite. Bon, le niveau de performance de la PCI dans nos formations sanitaires est resté acceptable à 65%, bien que nous notons des cas d'infection associés aux soins parmi les prestataires de première ligne.
Bon, au regard de tout ce que Dr. Jesse venait de montrer, je pense que vous avez vu, ça c'est un pays continent, de cette immensité de pays avec plusieurs formations sanitaires. Les niveaux de la prévention et contrôle d'infection diffèrent d'une formation sanitaire à une autre. Ça, c'est le problème que nous avons. Et là, que vous allez voir, par rapport à la maladie à virus Ebola, tout a commencé à Yamboukou. C'est façon, pour ne pas répéter comme nous connaissons tous, maintenant nous sommes à la 13e, pratiquement la 13e épidémie. Au début, si vous regardez, à 76, c'était à Yamboukou. En 95, c'est pratiquement 20 ans après, mais après, maintenant, les épidémies, si vous regardez, en 2012, on a l'épidémie, en 2014, en 2017, en 2018, l'épidémie qui nous a amené jusqu'à 2020. Donc, les épidémies commencent à être vraiment rapprochées. Donc, nous pouvons dire que nous, au moins chaque année, nous avons une épidémie que nous devons gérer. Alors, celle qui a mis longtemps en République démocratique du Congo, comme vous le savez bien, notre 10e épidémie, parce qu'on va parler de ça là quand on va avancer, c'est une épidémie qui est sortie dans une zone particulière. On avait vraiment de l'expérience de l'épidémie. À Yamboukou, c'était une surprise. À Kikwit, c'était aussi une surprise. Une épidémie qui sort en pleine ville. Comment ça? Et on avait maîtrisé les épidémies. À chaque fois qu'il y avait des épidémies, on cherchait à construire l'épidémie, à l'étouffer. Alors, la prévention et le contrôle de l'infection, au début, on parlait de la commission eau, hygiène et assainissement, mais les concepts ont beaucoup évolué. Maintenant, nous parlons de la commission prévention et contrôle de l'infection. Nous travaillons. Mais celle de la 10e épidémie nous a surpris tous parce que c'était dans des contextes particuliers, on va voir. Alors, ça, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Tous les cas que la RDC a eu comme cas d'épidémie. On peut avancer. Bon, en RDC, au total, on a eu 71 649 cas. Dia, s'il vous plaît, de COVID-19. Des zones chaudes, donc là où ça a chauffé, c'était Kinshasa, Nord Kivu, Haut-Katanga, Congo central, Sud Kivu. Bien sûr qu'on a eu un peu d'épidémie partout, mais c'est là où on a eu des cas. Donc, c'était vraiment des zones chaudes. Alors, on peut avancer. Alors, on peut avancer par rapport aux indicateurs de performance. On peut avancer. OK. Alors, par rapport à nos indicateurs de performance, nous en avons 3 où nous mettons vraiment en exergue en République démocratique du Congo. Le problème, c'est à la proportion de formation sanitaire avec le score PCI qui doit être supérieur au moins à 80%. Nous allons nous évaluer, nous avons notre outil qu'on a déjà partagé à maintes reprises, et le nombre de prestataires de soins infectés. Normalement, si tout est bien respecté, si la PCI est bien respectée dans une formation sanitaire, on devait voir 0 prestataire de première ligne devait être infecté. C'est parmi les indicateurs. Et le nombre d'infections nosocomiales aussi, 0. Ça, c'est parmi nos indicateurs que nous mettons, les indicateurs phares de la prévention et le contrôle de l'infection, les indicateurs de performance. OK. Dia. Au cours de cette... Dia, s'il vous plaît. Diapositive. Au cours de ces 2 années, donc le nombre de formations sanitaires ayant compté au moins supérieur à 50% de leur évaluation, donc qui a répondu aux normes, est resté relativement élevé autour au moins 50%, ce qui, quand vous évaluez, donc leur évaluation nous donne supérieur à 50%, on était élevé autour de 75%. Ceci pourrait suggérer que certaines formations sanitaires ont amélioré leur performance, passant ainsi du rouge au jaune, et au cours des vagues de la pandémie. Alors, à ce moment-là, nous avons vu que la pandémie a survécu. OK, Dia. Donc, nous avons dit qu'à Kinshasa, la province qui place la plus grande proportion de formations sanitaires dans les verts, c'était Kinshasa. Parce que vous savez que Kinshasa était la première zone où la maladie, d'abord, c'est la première fois qu'une épidémie puisse sévir au même moment partout. Et Kinshasa aussi, Kinshasa était habitué avec cette épidémie de choléra, mais cette fois-ci, on devait faire face à l'épidémie de COVID-19 dans la ville-province de Kinshasa. Alors,
là, on a mis vraiment un paquet par rapport à la prévention et contrôle de l'infection. Alors, c'est pourquoi vous verrez qu'à Kinshasa, la plupart de ces fossas étaient au vert. Je dis bien la plupart, malgré la multitude, comme a présenté le Dr Gertrude, n'avaient pas ces scores-là. Au niveau de toutes les formations sanitaires, on était surpris. Notre indicateur parmi les personnels de santé infectés, nous avons été tous surpris dans des formations sanitaires où on pensait que tout était OK parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas respectés. Alors, comme vous le voyez là, les grands problèmes par rapport à ces indicateurs, c'était aussi pourquoi les gens, c'était moins de 80%. Ce qui posait de sérieux problèmes, c'était la lingerie, qui était à 35%. La gestion des déchets, c'était à 35% aussi, et la stérilisation. Là, c'était un problème. Alors, par rapport aux équipements de protection, vous savez que le port de masques, on n'était pas habitué à ça. On a eu des épidémies, mais le port de masques, c'était facile. Les gens devaient faire l'exercice de porter les masques. Là, on était à 50%. Bon, l'hygiène des mains, vous pouvez aller quelque part, vous voyez les dispositifs de lavage des mains, vous demandez aux gens qui doivent se laver les mains à l'entrée et à la sortie. Bon, on était à 60%. Les triages, là, nous avions obligé que tout le monde devait au moins, chaque formation sanitaire devait mettre un triage pour être sûr que les malades qui entrent là-bas, n'amènera pas la maladie là-bas pour éviter que ceux qui arrivent ne puissent s'en sortir avec une autre infection et ce qu'ils ont amené. Alors, par rapport diapositive, wow. Diapositive. Ça, c'était par rapport au COVID. Par rapport à la maladie à virus Ebola, bon, là, on a pris notre 10e épidémie. Donc, là, nous avions dit l'épidémie la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière dans l'histoire du Congo. Donc, c'est cette épidémie-là qui est survenue au niveau de Nord Kivu. Parce que là, nous savons qu'il y a des dizaines de groupes armés qui sont là-bas. Il fallait faire face à l'épidémie avec les groupes armés et avec l'approche, on s'est assis, on a fait des réunions et des réunions parce que l'épidémie a pris du temps. Quand l'équipe est descendue sur le terrain, on a posé des questions pour savoir comment on devait faire pour que nous puissions mettre fin à cette épidémie. Et nous avons compris parce qu'il y a de nombreux qui sont avec nous ici, ils ont été à l'Est. Vous pouvez vous réveiller un matin comme ça, on va vous dire que les centres de prise en charge de maladies à virus Ebola étaient saccagés, ça a pris feu et les gens avaient peur des groupes armés, mais on a tout fait avec les autorités pour mettre de l'ordre. Et l'approche était vraiment une approche communautaire. Nous avons compris qu'il fallait aller vers les groupes rebelles, parler avec eux, et même il y a des côtés PCI, parce qu'il y a des gens, quand ils allaient pour organiser l'enterrement dîner sécurisé, ils trouvaient les groupes armés en cours de route, pouvaient abandonner le corps et fuir. C'est ce qui avait pris du temps, mais avec la stratégie et le pays a mis les paquets, l'autorité politique a dit s'est impliquée. C'est là où vous avez vu que nous avons réussi. Et c'est pourquoi vous verrez que là, les infections associées aux soins étaient suffisantes. Bon, ça n'a pas été suffisamment rapporté, mais là, nous voyons, il y avait 171 prestataires infectés. Il y avait donc 500, au moins, plus ou moins 569 des infections nosocomales possibles. Oui, Dia. Alors là, par rapport aux infections des personnels de première ligne, diapositive. Alors, ça se fait, mais c'est un peu long. Pardon? C'est fait, mais juste c'est un peu long à cause de la connexion. Vous dites c'est fini? Oui, c'est bon, oui. OK. Au total, au moins, on a 1276 infections de personnes de première ligne qui ont été notifiées par rapport à la COVID-19 depuis le début de l'épidémie. Les taux de contamination des personnes de première ligne infectées au cours de la première vague était plus supérieur que par rapport aux autres vagues. Tout ça, c'était dit à quoi? Parce que c'était une nouvelle maladie. On ne savait pas correctement, très bien comment ça s'est passé. Les malades consultaient un peu de partout.
et le personnel, le temps que nous formions les gens, que nous puissions leur dire comment ils doivent se protéger, alors la première vague nous a quand même surpris avec un taux élevé de personnes de première ligne infectées. Après avoir observé une baisse des taux de contamination lors de la deuxième et la troisième vague, la quatrième vague aussi a rehaussé le nombre de personnes de première ligne infectées à 214 cas en 8 semaines, soit une moyenne de 27 ppl infectés par semaine. Ça, c'était vraiment quelque chose exprimant ainsi une montée rapide et maîtrisée grâce aux actions de riposte, plus particulièrement le renforcement des mesures de prévention et contrôle d'infection dans les provinces et zones de santé actives au cours de la vague, en l'occurrence celle du Congo central. À la quatrième vague, le Congo central, parce qu'il y a eu un groupe des étudiants aussi, des étudiants qui sont allés faire les stages au Congo central. Et là, donc, ce que nous voyons là, ce que j'étais en train de dire, lorsque nous regardons la situation des PPL infectés par province, on constate que la province de Congo central possède les taux de contamination les plus élevés. Cet événement a été observé généralement au cours de la quatrième vague et plus particulièrement au cours de la deuxième et quatrième vague. Cela pourrait s'exprimer par les raisons suivantes que nous avons dit, parce que nous sommes allés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On s'est dit apparition de la pandémie dans de nouvelles zones de santé. Une zone de santé comme l'Ouest qui n'avait pas l'épidémie, subitement, ils étaient en épidémie. Et on soignait les cas de Covid comme le cas de grippe simple, sans prendre trop de précautions. Alors là, les gens n'étaient pas préparés. Et à la quatrième vague, par manque d'intrants par moment dans ces zones-là, parce que là, il fallait que le temps qu'on se préparait pour approvisionner. Et le Congo central a connu plusieurs clusters importants de cas parmi les personnels de première ligne. Le taux de contamination des PPL au Congo central est 5 fois supérieur à ceux du Nord Kivu, Sud Kivu, 6 fois à celui de l'Ituri et de Kinshasa. Alors, nous disons que depuis la troisième vague, nous observons une amélioration dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri, comme présenté dans les tableaux ci-haut, comme vous le voyez là, il y a vraiment une amélioration. Oui, Dia? Dia? Oui, c'est fait. Ça arrive, ça arrive. C'est bon, docteur Isabelle? Oh. Allô, je suis écouté? Oui, oui, c'est bon. On a... Allô? Oui, oui, vas-y, docteur Isabelle, à vous. Alors, les personnes de première ligne infectées par catégorie professionnelle, c'est que vous voyez, durant les 4 vagues, les infirmiers et les médecins et les techniciens de laboratoire, ils sont restés les catégories professionnelles des personnes de première ligne les plus touchées, comme on nous montre là. Ça, on a vraiment eu un sérieux problème pour. Vous savez que les médecins, un médecin peut être, il travaille, prenez exemple, en Galema, le matin il est en Galema, le soir il peut être dans une formation privée. Alors, il nous était difficile de savoir exactement la personne s'est infectée à quel niveau. Donc, c'est ceux-là qui se sont plus contaminés. Donc, ils sont restés comme la première vague. OK. Dia. Diapo. Oui. On change, docteur, mais ça prend un peu de temps, vu la connexion. Ça va arriver, ça arrive. Alors, le grand problème, quand on a posé des questions à ces gens-là, au moins il y avait 20%, il y avait un problème sur l'utilisation des épis. Bon, il y a des certaines, quand vous allez dans l'information sanitaire, ils vous disent que non, bon, une connaissance des pratiques, c'était à 10%. L'hygiène des mains, c'était, parce que là, c'est devenu routine. Donc, à tout moment, la personne devait se laver les mains. Quand on leur demande si vous consultez, vous devez avoir votre gel hydroalcoolique dans votre poche, sur votre table, partout, il faut vous laver les mains. Et la stérilisation des matériels, et temps d'isolement et tout ça. OK. Dia. Dia, c'est juste dans les bons. Alors, par rapport à l'approche interventionnelle, premier axe, nous
prévenir la transmission intra-hospitalière des infections. Alors, à ce moment, on a créé et redynamisé le comité d'hygiène parce que là, nous, on s'est dit, dans une formation sanitaire, on doit avoir un comité d'hygiène. Ce comité d'hygiène-là, celui qui les chapeaute dans une formation sanitaire, d'abord, c'est lui-même le médecin directeur qui doit être là. Il doit avoir l'œil et suivi de son administrateur gestionnaire parce que nous savons qu'il va y avoir des implications financières. Il faut qu'on achète les intrants pour que les gens travaillent correctement. Alors, dans chaque formation sanitaire, nous avons un point focal PCI. C'est celui-là. Il est là quand il vient chaque jour. C'est lui qui regarde tout ce qui est autour. Est-ce que c'est respecté par rapport à la prévention et au contrôle de l'infection? Alors, nous avons formé les prestataires de soins. Ça, vraiment, on l'a fait en prévention et contrôle de l'infection. Installer les unités de triage et d'isolement dans les fossats et en assurer la fonctionnalité. Parce que là, on s'est dit, il y a une formation sanitaire ici à Kinshasa qui était VIP, mais on s'est rendu compte que les gens se sont contaminés parce qu'il y avait trop d'entrées, il y avait trop d'équiasement entre les prestataires et des malades, tout ça. Alors, on s'est dit, on devait réorganiser le système de triage dans des formations sanitaires et assurer aussi sa fonctionnalité. Nous avons construit les infrastructures hydrosanitaires dans les formations sanitaires. Au début, nous, on donnait les kits de lavage des mains avec des barres de fer où on mettait. Mais quand vous repassez quelques temps après, vous allez vous rendre compte que les barres de fer a cédé et que ça ne pouvait pas marcher. Alors là, à ce moment-là, il fallait trouver une solution durable. Nous avons dit, OK, on devait construire. C'est là où on a construit certains dispositifs. Vous avez sauté, hein? Il y a des dias que vous avez sauté. Alors, nous, on a construit, oui, on était là. On a construit les infrastructures hydrosanitaires. Quand vous allez dans nos formations sanitaires, même dans la communauté, dans le groupe spécifique, on a construit en matériaux durables, on a mis des faïences, on met le robinet et que les gens viennent se laver les mains pour qu'on évite, à chaque fois qu'il y a une épidémie, on doit refaire la même chose, remettre des dispositifs de lavage des mains. Quand on remettait, on va vous dire quelques temps après, votre architecture métallique est tombée et c'est cassé. Alors, on a construit. On a assuré la dotation des intrants de la prévention et contrôle de l'infection au niveau des formations sanitaires. On a amélioré aussi la gestion des déchets. Alors, toujours par rapport à ça, prévenir la transmission intra-hospitalière des infections, nous avons doté les formations sanitaires en matériel de stérilisation. On a amélioré l'approvisionnement en eau. Au début, comme vous le savez, au début dans des années, quand on avait des épidémies, quand il y avait un problème d'épidémie, les gens venaient vite avec les points de chloration. On fait juste des points de chloration, on potabilise de l'eau, on donne à la population et après, l'épidémie, c'était fini. Et cette fois-ci, le gouvernement a dit non, on doit faire du solide. C'est pourquoi vous verrez qu'on a fait beaucoup de forages là où il y a la régie des eaux n'arrivait pas. Là où il y a la régie des eaux, on fait l'adduction d'eau. Là où il n'y a pas la régie des eaux, on fait le forage. Alors, on donne l'eau et à la communauté et au niveau de la formation sanitaire. Nous avons assuré la supervision, la supervision formative dans les formations sanitaires parce que là, nous, on s'est rendu compte que les gens devaient comprendre que c'était une nouvelle maladie et nous, c'était focus d'abord Ebola. Comme je vous ai dit là au début, quand il y a eu l'épidémie, quand le Covid est arrivé, on était déjà à notre 10e épidémie. Alors, nous, on a considéré le Covid comme Ebola, sachant que c'est après qu'on a rendu compte qu'il y avait des particularités, mais on a organisé des supervisions formatives et les gens sont allés sur le terrain pour capaciter tous ces gens-là. Et assainir les milieux hospitaliers et superviser les bio-nettoyages. Ça, nous l'avons fait. Nous, on capacite, comme docteur Jetil l'a bien montré, le niveau national, il édicte des normes qu'on envoie, ils forment les gens de la division provinciale. Les gens des divisions provinciales, ils descendent au niveau des zones de santé, qui est l'unité opérationnelle. Et nous avons réalisé aussi les auto-évaluations et les outils de PCA qui sont réguliers. OK. Et nous avons réalisé les enterrements dignes et sécurisés. Pour deuxième axe, renforcer la PCI communautaire. Ça, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus dans des formations sanitaires, il n'y avait pas de malades, mais on va vous dire, un cas qui sort comme ça, la personne est positive. Quand nous sommes avec les gens de la surveillance, on va analyser les cas
ces cas-là sortent comme ça, il dit, dans mon entourage, personne n'a été malade. Dans mon entourage, comment je dois faire Covid parce qu'il n'y a personne subitement comme ça. Alors, on s'est dit, on doit aller maintenant dans la communauté. On s'est rendu compte que la maladie était dans la communauté. C'est pourquoi nous avons vraiment développé la PCI communautaire et approvisionner les lieux publics en eau et mettre en place les unités de chloration. Bon, les unités de chloration, là, on trouve que comme dans un marché où il n'y a rien, on peut chlorer de l'eau pour que les gens se lavent correctement les mains. On a doté les lieux publics comme des écoles, des églises et le marché en kit WASH, donc kit PCI communautaire. On a conçu ça. Et nous dotons des écoles parce que l'enfant peut quitter l'école. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de parents aussi qui se sont contaminés à partir de leurs enfants. Alors, c'est comme ça que nous avons développé ça. Nous avons aménagé des sources d'eau potable dans certaines communautés. Si vous allez là-bas, on vous dit qu'il y a des sources d'eau. Il y a une source d'eau là-bas. On aménageait ces sources d'eau pour qu'on donne à la communauté de l'eau parce que vous allez dire aux gens que vous devez vous laver les mains. Et les gens vont vous dire on n'a pas l'eau. Comment voulez-vous que nous puissions nous laver les mains? C'est à ce moment-là que nous avons pensé à faire toutes ces choses-là. Et nous avons fait la promotion de l'hygiène communautaire. Ça, on l'a fait. Au niveau des ménages, comment les gens devaient se comporter, tout ça, ça, on l'a fait. Le troisième axe qui était assurer le contrôle de l'épidémie dans le foyer actif, nous avons assuré la décontamination des formations sanitaires. On est allé parce qu'on a dit, ça vraiment, nous avons mis l'accent parce que nous avons vu des évidences dans tel sens que quand Gombe était en confinement, la personne qui était confinée chez elle, je prends l'exemple d'une dame qui était confinée chez elle, restée, ses enfants ont organisé, même les chauffeurs, personne ne sortait, était là-bas, mais un jour, la maman était dans la douche, elle s'est fracturée, on la met dans une formation sanitaire, on met le prêtre, 4 jours après, on nous appelle, la maman a fait la fièvre, elle avait le dyspnée, tout ça, et nous avons compris. Et là, on devait passer à Michel, demander comment apprendre aux hygiénistes qui devaient décontaminer à chaque fois. Il y a des malades qui arrivent, il faut décontaminer. Entre des malades sur les lits de l'hôpital, il faut décontaminer. En tout cas, ça, on l'a fait. Et les lieux publics aussi. Si on nous dit qu'il était dans telle église, nous allons à cette église. Avant qu'il tombe malade, il était à l'église, on allait à l'église. On formait le comité d'hygiène au niveau des églises, leur dit comment ils devaient prendre soin de ça. Et doter un kit PCI de formation sanitaire des ménages et lieux publics. Assurer les évaluations des risques de postes expositionnels des prestataires de soins et les accompagner dans la prise en charge. Là, vous avez sauté. Dans la prise en charge, oui. Dans la prise en charge prophylactique. Réaliser les investigations et les audits des infections nosocomiales. Et ça, nous avons fait, nous devons passer, on faisait les audits, on passe tel, comment la personne est venue pour X, parce qu'au début, c'était tout un problème. On vous dit, papa est venu pour, il était juste un hypertendu, comment vous nous dites que papa a fait Covid, tout ça. Bon, c'était toutes ces choses-là. Alors, il fallait faire l'audit pour savoir. Et par une stratégie de mise en œuvre, mise en place des systématiques de comités d'hygiène, comme je viens de le dire, dans toutes les formations sanitaires, mise en place des brigades d'hygiène constituées de populations locales. Parce que nous avons compris que si nous voulons gagner l'épidémie, nous devons travailler avec la population locale. Et les programmes de mentorat réguliers des prestataires de soins suivant les scores des PCI des formations sanitaires. Quand on évalue votre formation sanitaire, on se rend compte que les scores, quel est le problème? Après l'évaluation, si on nous dit que les scores est bas, il y a 20 à 30%, nous devons savoir le problème se trouve à quel niveau. C'est à ce moment-là que nous solutionnons le problème. La standardisation des outils PCI WASH et sa vulgarisation, ça nous l'avons fait, nous avons les SOPI. L'implémentation de la stratégie multimodale Ring PCI, l'utilisation de l'outil Kobo pour la collecte des données. Nous avons vraiment date parce que, comme nous le savons, au début, la PCI, on pouvait tout parler. Et les gens ne voulaient pas trop appuyer parce que on n'avait pas des évidences. Pour vous montrer comment on a pu gérer. Oui? Non, nous vous avions perdu, on n'avait plus le son. Merci. Alors, là, on voulait vous mettre dans le milieu spécifique, comment l'expérience de la RDC, comment on a pu gérer l'épidémie. Il y a eu beaucoup
prenons l'exemple, on a pris juste l'exemple de la prison d'Endolo. On vous appelle, on vous dit non, il y a un cas qui fait la fièvre au niveau de la prison, un prisonnier qui est malade, qui a consulté, vous allez vous pensionner, vous vous rendez compte que la personne elle est positive. Alors, les prisons qui étaient considérées comme un milieu, parce qu'on avait pris toutes les précautions, on a fait des réunions, on s'est dit que personne ne pouvait aller là-bas pour protéger ces gens-là. Alors, pendant toutes ces périodes-là, on a trouvé que on s'est dit, et ce sont des médecins qui ont amené la maladie parce que les médecins venaient de l'extérieur. Alors, pendant cette période, effectivement, il y a eu un médecin qui était tombé malade, mais après l'analyse, les jours que ces patients ont consulté, les médecins n'étaient pas à l'hôpital. Donc, au vu de tout cela, parce que nous, on ne peut pas gober quand on nous dit que cette infection, c'est une infection que la personne a contactée en milieu de soins, comme si on n'a pas correctement fait le travail. On doit faire les analyses. On s'est rendu compte, ça fait des semaines, les médecins n'étaient pas venus. Et après avoir fouillé autour de ces patients, de ces prisonniers, on s'est rendu compte qu'il y a sa belle-sœur qui était venue le rendre visite. Et sa belle-sœur, son mari était en hospitalisation, il avait fait Covid. Et là, nous avons compris que c'est comme ça que la maladie est sortie de l'extérieur, ça ne venait pas des médecins. Et ces médecins qui étaient malades, lui aussi s'est contaminé ailleurs, parce que ça faisait 2 ou 3 semaines, ne venait pas avant que la personne ne consulte dans la clinique là-bas. Alors, nous disons, la transmission de Covid-19 dans la prison, c'était entre le mois d'avril et mai, a été très rapide et explosive, touchant plusieurs centaines de personnes en l'espace de quelques jours. À la première vague, si Kinshasa a pris l'ascenseur, c'était au niveau de la prison. On a tout fait pour contenir ça, et la prévention contre l'infection, c'est à ce niveau-là que nous sommes allés. On devait apporter des kits de prévention. Dr. Isabelle? Oui. S'il vous plaît, si on va continuer, parce que maintenant, on ne peut plus finir la deuxième présentation. Est-ce que vous pouvez passer directement au défi, s'il vous plaît? OK, passons. Donc, nous Dr. avons Valérie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer au défi des derniers diapos, s'il vous plaît? OK. Dr. Valérie. Au niveau de la prison. OK. Défi, bon, s'il vous plaît. Oui, là, okay. C'est là. Oui, s'il vous plaît. Bon, les défis spécifiques de la PCI en République démocratique du Congo, bon, comme vous le savez, surtout à l'Est, là, il y a l'insécurité qui est récurrente. Bon, densité de la population, ça c'est une force, je ne vais pas noter, je vous ai montré la population. Bon, il y a un important mouvement interne de population. Bon, nous avons beaucoup de voisins, nous avons 9 voisins, donc toutes ces régions-là frontalières, ça c'est un grand problème pour nous aussi, parce que s'il y a une épidémie qui est à Brazzaville, pour que ça rentre en RDC, vice-versa, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, implémentation de la PCI en période de développement, ça c'est une perspective. Parce que la PCI, pour nous, comme on vous a dit, c'est quand il y a l'épidémie, c'est à ce moment-là. Mais nous voulons qu'il faut que la PCI soit implémentée en période de développement. Donc, élaboration d'une feuille de route nationale de la prévention contre l'infection, la mise en place d'une stratégie nationale, sécurisation des personnels de santé, programme. Nous avons beaucoup de nos épidémies aussi, il faut regarder généralement, les liens d'amplification sont des formations sanitaires. Les médecins qui viennent calmement chez lui, alors il arrive là, il y a un malade qui arrive, s'il ne respecte pas bien les normes de la prévention contre l'infection, il s'infecte. Investigation approfondie des infections associées au sein sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme j'ai donné l'exemple de cette dame-là, nous devons savoir la personne qui arrive pour X maladie. Nous devons vraiment investiguer. Jusque-là, nous le faisons, mais ce n'est pas trop étendu. Amélioration de la gestion des données. Bon, ça, nous disons, parce que si nous n'avons pas d'évidence, soyez sûr que les gens ne vont pas nous croire de tout ce que nous faisons. C'est ça nos perspectives. Oui, c'est ça. Merci. Vraiment, je vous remercie. Félicitations. C'est vraiment important comme présentation. C'est très riche. Techniquement, c'est bien. Je vous remercie, Dr. Gertrude et Dr. Isabelle, pour votre brillante présentation et pour le partage d'expérience que vous avez fait avec nos collègues. Actuellement, on a plus que 150 participants, presque de tous les pays francophones. Il y en a même quelques collègues d'autres pays. Il y en a même de l'Italie, notre collègue Paula, et d'autres collègues d'autres pays qui sont en train de suivre notre présentation. On va vous revenir avec les questions. Il y en a actuellement presque 8 questions qui ont été posées.
Mais dans l'attente, je vais passer la parole à mon collègue Dr Valérie Kazadi pour qu'il nous fasse sa deuxième présentation sur la prévention et contrôle d'infection communautaire ou en milieu communautaire. À vous la parole, Dr Valérie. Et dans le temps, on va revenir à nos collègues Dr Gertrude et Dr Isabelle, avec mes sincères remerciements pour eux. Oui, Dr Valérie, à vous. Je ne sais pas si ma présentation est visible chez vous. Oui, oui, c'est visible. J'espère bien que c'est la bonne et que ce n'est pas la mauvaise. Oui, c'est la bonne. C'est la bonne. Vas-y, agrandissez. Chers collègues, merci beaucoup. Je vais partir donc de la présentation de la RDC pour dire bon, quelles sont les leçons que nous avons tirées de la pandémie. Et surtout cela, pour faire aller de l'avant la prévention et le contrôle des infections dans tous les aspects. Docteur Valérie, en diaporama, s'il vous plaît. Mettez votre diapo en diaporama. C'est déjà en diaporama. OK, c'est le retard. Chers collègues, juste j'attire votre attention qu'il y a un petit décalage dans l'apparition des diapos à cause de la bande passante. Oui, à vous, Docteur Valérie. Merci. Donc, essayez de renforcer la PCI communautaire. Nous allons essayer donc de pouvoir prendre des leçons que nous avons eues de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième vague. Mais tout de suite là, ici, nos objectifs seront ici. Quelles sont les leçons que nous avons apprises à travers les différentes vagues de la COVID-19? Et nous visons de pouvoir susciter l'intérêt pour installer donc la PCI au niveau communautaire. Aussi discuter des approches de la mise en place de cette PCI communautaire, mais aussi essayer de pouvoir adapter donc les réalités PCI que nous avons actuellement ou que nous avons appliquées avant par rapport au développement de l'épidémie ou de la pandémie actuellement. Surtout susciter ici le besoin de la multidisciplinarité des équipes PCI à tous les niveaux. Cela étant, chers collègues, qu'est-ce que la PCI et quelle est son importance? Essayons de rappeler cela parce que c'est très important. C'est que nous savons que la prévention et le contrôle des infections se réfère donc aux politiques et procédures qui sont utilisées dans le but de minimiser les risques de transmission des infections. Ici, où c'est très spécialement et particulièrement au niveau des établissements de santé. On ne s'arrête pas seulement au niveau des établissements de santé, il y a aussi dans la communauté. Eh bien, cela étant dit, la prévention et le contrôle des infections, comme nous l'avons vu, va pouvoir viser assez principalement la protection donc des personnes vulnérables et des personnes qui sont à risque de pouvoir attraper donc les infections. Mais d'où viennent ces personnes? Ces personnes viennent principalement, comme nous le savons ici, donc de la communauté. Toutes ces personnes vivent dans la communauté. Et ces personnes Docteur Valérie, les diapos ne passent pas. Je crois que c'est la bande passante. Je suis déjà à la dia suivante, prof. Oui, oui, je vois, parce que c'est très en retard. Même les participants m'ont signalé ça. Alors, je ne sais pas. Essayez de passer encore. Vous ne voyez rien? Non, non, ça demeure bloqué. Et même les participants sont en train de me signaler ça tous. OK, je vais essayer de pouvoir... Oui, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, oui. On est à la deuxième, à la 1, 2, 3, 4, à la cinquième. Oui. Oui, vas-y, on est à la cinquième. La prévention donc, de contrôle des infections va pouvoir s'occuper justement de prévenir ces infections-là. Et spécialement, c'est des personnes qui sont vulnérables ou des personnes qui sont à risque d'attraper ces infections lors des soins dans les établissements de santé. Mais nous avons dit que ce n'est pas seulement les établissements de santé, parce que d'où viennent ces personnes? Ces personnes viennent des communautés. Elles viennent avec ces infections des communautés. Et il y en a qui vont quitter les hôpitaux pour aller donc dans la communauté. Cela étant dit, le but de la PCI, comme nous le savons, c'est se protéger, protéger les patients, mais aussi protéger la famille et la communauté. Je ne sais pas si la dia là, c'est celle-là qui se présente sur le but de la prévention et le contrôle des infections. La dia où il y a le deux monsieur, le monsieur et madame avec la canne, le monsieur avec la canne. Il y a un retard formidable. Moi, je suis déjà à une autre dia. Et oui. Cela étant dit, vous avez une autre dia maintenant? Non. Alors, je vais
supprimer le mot de présentation pour voir. Et à ce niveau-là? Oui, c'est les 3 niveaux. But de la prévention qu'on a, les 3 niveaux. Se protéger, protéger. Oui. Prof, ça nous prendra énormément de temps de faire cette gymnastique-là. Permettez-moi de continuer avec ce mode. Probablement, il peut être le meilleur. D'accord, j'espère bien. Le but donc est de pouvoir se protéger donc contre ces infections, soi-même comme personnel de santé, protéger les patients bien sûr, mais aussi protéger la communauté. Mais qu'est-ce que nous appelons communauté? Est-ce que vous voyez la dia sur la communauté? Qu'est-ce que la communauté? Oui, elle est là, oui. Oui, la communauté. Oui. Tous ces regroupements de personnes que nous avons, des communautés qui peuvent être rurales, des communautés qui peuvent être urbaines, des groupes religieux, des commerces, des industries, le secteur informel des affaires, les écoles, les universités, secteur d'éducation, les personnes sans abri, les réfugiés. Et nous avons des camps, nous avons des groupes d'adolescents. Nous, ce que nous faisons une fête, nous allons à une réunion, nous sommes dans la communauté et nous devons regarder les aspects spécifiques par rapport à la transmission des infections et comment protéger les gens par rapport à ça. Surtout que la COVID nous a poussé justement à ce niveau-là. Vous vous souviendrez, ici, Dr Isabelle en a parlé, la fourniture en eau, par exemple, est très importante. Et cela, c'est dans la communauté parce que ça renforce la PCI. Nous avons les soins alternatifs qui sont donnés dans la communauté et nous sommes appelés à pouvoir tenir compte de tous ces paramètres-là. Et bien d'autres aspects donc de la communauté où vous avez des regroupements. Docteur Isabelle a parlé des prisons. Nous avons eu dans les prisons, dans ces différents regroupements d'internats où vous avez donc ces possibilités de transmission. Alors, quelles sont les leçons que nous avons tirées? Nous allons faire pratico-pratique. J'attendais ce mot-là, il n'est pas sorti. Permettez-moi de m'en approprier. Pratico-pratique, quelles sont les leçons tirées? Au niveau donc des interventions, nous regardons ce que nous avons appris comme leçon antérieure donc, durant cette pandémie et qu'est-ce que nous allons prendre comme stratégie. Alors, chers collègues, nous avons des défis que nous avons rencontrés et des conséquences. On en a entendu parler en RDC. Cette épidémie était une épidémie tout à fait nouvelle, une maladie nouvelle. C'est des choses que nous avons entendues. Et comment nous y prendre? Nous ne savions même pas. Comment est-ce que nous pouvions nous y prendre? Les choses sont arrivées, on a commencé à copier ce qui se faisait dans Ebola, on a copié ce qui se faisait dans d'autres pays, mais est-ce que cela était, on a eu beaucoup de défis, et des défis donc à pouvoir relever. Donc une maladie nouvelle et inconnue, des maladresses dans la communication, même la communication scientifique. Nous avons eu des difficultés avec l'infodémie, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Les gens qui ne sont pas du domaine connaissent même ceux-là qui sont plus que ceux-là qui sont ceux-là qui sont dans le domaine. Donc, et ici, chacun donne son expertise parce qu'on a les réseaux sociaux. On a des conflits d'intérêts à plusieurs niveaux. À l'intérieur d'un pays, au niveau international, on a eu des conflits d'intérêts à tel point qu'il y a eu beaucoup de doutes sur les personnes scientifiques. Le traitement inéquitable dans le partage de l'information scientifique. Ça, on l'a vu. On l'a vu. L'accès à l'information n'a toujours pas été au même niveau, au même moment, dans un seul pays, à tous les niveaux, dans les différentes provinces, ou bien entre les différents pays, suivant la connectivité que l'on a par rapport à la science. Et puis, les inégalités de chances à l'accès aux moyens de lutte. Nous parlons aussi des moyens de lutte, même au niveau des autres infections, lutte contre plusieurs maladies. Et on avait la non-multisectorialité et la non-multidisciplinarité de la lutte. Vous voyez que quand on parle de COVID, on ne va pas parler seulement du ministère de la Santé, du département de la Santé. Vous avez le département social, vous avez le département de communication, vous avez le département de la sécurité, vous avez plusieurs ministères qui sont donc impliqués là-dedans. Mais aussi, nous avions eu une faible ou pas du tout un engagement communautaire. Et ceci a créé justement des problèmes parce qu'on a eu des communautés qui ont été abandonnées à elles-mêmes. Et cela a posé problème parce que c'est des situations auxquelles nous devrions faire face. Le déni de l'existence de la maladie, les théories conspirationnistes, les tâtonnements dans les approches, l'apparition des variantes qui n'ont pas eu tous la même virulence, le scepticisme du personnel de santé qui pourrait justement entraîner et être le fer de lance pour pouvoir conduire la lutte. Il y a eu beaucoup de scepticisme, le non-engagement, pas de coordination ou faible coordination des interventions. Oh, au début, on savait que les enfants n'étaient pas atteints, ou ils étaient très peu atteints. Mais ici, maintenant, on voit même maintenant, les enfants sont atteints. Docteur Isabelle a fait référence à cela. Donc, les défis et conséquences variables dans nos milieux
par rapport au temps. Ce qui est applicable aujourd'hui ne sera pas ce qui est applicable demain. Ce qui était applicable au début de l'épidémie n'était pas ce qui est applicable maintenant. Il y a eu beaucoup de changements. Les réalités de terrain ont conduit à beaucoup de changements. Oui, chers collègues, vous pouvez en rajouter davantage. Parce que des défis rencontrés et des conséquences qu'on a eues, chaque pays essaye d'adapter sa situation, essaye d'adapter sa réponse. Et ce n'est pas du copier-coller, chers collègues. Et ceci est très important. Cela étant dit, nous passons à la dia suivante pour dire, mais quels sont les bénéfices que nous avons eus de cette longue et pénible marche? Depuis 2019, COVID-19, comme vous entendez, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Oui, la connaissance sur les voies de transmission de la maladie a été beaucoup explorée et des choses ont évolué. L'effectivité des moyens de lutte contre la maladie, les moyens non pharmaceutiques, distanciation physique, le port du masque, l'hygiène des mains, c'est des choses qui ont prouvé leur efficacité. Pour dire que les leçons que nous avons apprises de ceci, les bonnes leçons doivent être transférées, être institutionnalisées, incrustées dans les pratiques sociales, dans notre marche. La réduction de l'incidence de certaines maladies, comme vous le savez, les grippes saisonnières qu'on avait, et par exemple certaines maladies diarrhéiques, notamment chez les enfants, nous avons eu beaucoup de changements et le taux a diminué dans certains pays, même si certains pays sont restés à un certain niveau, parce que tous les pays n'ont pas eu la même approche, la même efficacité dans la lutte contre COVID-19. La découverte des vaccins nous a prouvé à suffisante que ici, comme c'est une intervention pharmaceutique, que l'on pouvait réduire justement la mortalité, on pouvait réduire aussi les hospitalisations liées au COVID-19 et ainsi donc essayer de pouvoir aussi réduire la sévérité donc des infections. Nous avons une certaine amélioration des infrastructures. Je ne le dis pas seul, docteur Isabelle en a parlé en disant nous avons mis des stations d'hygiène de main, que ce soit en public, donc dans les communautés. Nous avons approvisionné l'eau donc à la communauté, non seulement aux institutions de santé, et vous pouvez en rajouter bien d'autres. Et ces choses doivent être pérennisées pour essayer de pouvoir avoir une marche plus rapide. Chers collègues, maintenant, qu'est-ce que la PCI communautaire? Elle a déjà été évoquée. Et on a dit ici, c'est ces approches-là qui vont être au niveau des communautés, au niveau des prisons, au niveau des écoles, au niveau des marchés, au niveau des centres de commerce, au niveau de la société où nous sommes. Mais alors, il faut trouver un point d'entrée par lequel nous pouvons aller asseoir cette PCI dans la communauté. Et il y a plusieurs approches. Il n'y a pas une approche unique, mais il y a plusieurs approches qui peuvent être faites. Par exemple, lorsqu'une épidémie arrive et on nous donne un outil pour aller évaluer si la société est suffisamment préparée pour faire face à cette épidémie. Qu'est-ce que nous allons faire? L'outil que nous allons pour pouvoir faire une investigation avec, l'outil que nous allons aller dans la communauté pour voir si la communauté a été prête. Par exemple, nous allons pouvoir à la première étape, c'est par exemple l'outil que nous avons, la PCI communautaire, c'est un outil qui existe et qui est d'application dans certains pays et qui pourrait être partagé aussi pour les pays qui n'ont pas. Il faudra qu'on puisse à la première étape essayer de pouvoir s'approprier donc de la recommandation technique ou de l'outil par l'équipe multidisciplinaire qui va descendre. Vous savez très bien que la colonne vertébrale de la PCI communautaire, c'est le pilier risque, donc l'engagement communautaire et la communication des risques. C'est eux qui nous précèdent partout. Ils doivent aller communiquer avec la population, trouver les gens. L'outil, on va essayer de l'adapter donc aux circonstances de la région et on va pouvoir récupérer les données et essayer de pouvoir les analyser à différents niveaux, local, intermédiaire, national. Et puis, nous allons valider cet outil, par exemple, par le comité de gestion des épidémies et prendre justement cet outil-là pour essayer de pouvoir travailler avec au niveau opérationnel. Comme le docteur a eu à le dire, qu'au niveau opérationnel, vous avez les aires de santé, vous avez les zones de santé qui sont à ce niveau avec les formations sanitaires, mais aussi vous avez au niveau des communautés. Et voir justement qui sont les personnes qui peuvent intervenir pour soutenir cette PCI. Ça veut dire les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les représentants communautaires qui vont nous faciliter la mise en œuvre justement de cet outil avec lequel nous allons essayer de pouvoir évaluer. Alors, lorsque nous avons formé les gens et avec une équipe d'intervention au niveau du district, au niveau de l'aire de santé, avec l'implication du district, avec l'implication de la commune, avec l'implication de la mairie, nous allons essayer de pouvoir travailler. Donc, nous sommes à l'étape numéro 5 là-bas. On va pouvoir cartographier les différentes communautés au niveau desquelles nous allons appliquer cet outil-là d'évaluation. Et après, nous allons pouvoir identifier les insuffisances, les gaps qu'il y a et mettre un plan d'action
un plan d'amélioration de la PCI ou de la réduction du risque de transmission des maladies. Et ça peut être la COVID-19 comme toute autre maladie. Et c'est ainsi que nous disons, on essaie d'appliquer partout. Il y a l'épidémie de rougeole, il y a l'épidémie de choléra. Mais qu'est-ce qu'il y a comme facteur de risque dans cette communauté? Et à ce moment-là, on établit un plan d'amélioration opérationnelle qui permettra l'implication de tout le monde. Pour aller très vite, chers collègues, la PCI communautaire est déjà en pratique au niveau de nos communautés. Comment protéger les membres de la famille, par exemple, à la maison? Les soins à notre domicile, quand nous donnons aux patients, notamment en cas de Covid, et on a dû donner quelques instructions. Docteur Isabelle a montré hygiène des mains, le port des masques, le nettoyage de l'environnement. Elle a dû parler du bio-nettoyage. Et ceci est très important. Ça nous aide beaucoup. Comment retourner au travail? OK, nous rentrons maintenant au travail. Avec la distanciation physique, nous avons eu un retour progressif. Il y avait eu une fréquentation alternative. Dans une même salle de classe, les enfants vont, la classe, le groupe A va tel jour, les jours pairs, le groupe B va les jours impairs. Maintenant, dans certains pays, on est retourné à des classes pleines, okay, avec la distanciation sociale ou physique qui a été réduite. Mais là, on va élever les autres moyens de prévention, leur niveau, notamment l'hygiène des mains, mais aussi le port du masque et tous les mouvements, essayer de les contrôler. Donc, on a eu les meilleures pratiques de surface, de nettoyage de surface et de désinfection. Les enterrements dignes et sécurisés dans certains cas pour certaines maladies quand c'est nécessaire. C'est des éléments qui sont déjà dans notre communauté, c'est des aspects PCI. Maintenant, on fait un effort pour institutionnaliser tout ceci. Et tout de suite, je vais aller à la prochaine dia pour montrer, voilà les messages de communication que nous avons. Je m'excuse, en anglais, je n'ai pas eu la chance de pouvoir traduire. Mais ici, nous allons considérer des avis, nous allons donner des messages pour pouvoir poster, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit au lieu de travail, nous allons retourner au travail. Est-ce que je suis prêt à pouvoir retourner? Quelles sont les choses que nous allons mettre? On va mettre une station de dépistage ou bien de screening où on va mettre pour que les gens, en passant, on prend leur température, ils font l'hygiène des mains, ils se font enregistrer, évidemment, et cela permet de pouvoir donc améliorer notre travail. J'aimerais dire ceci, que dans la communauté, spécialement en Afrique, des mythes et des faux bruits continuent à fonctionner. Quelles sont les réalités? Nous devons travailler sur ces aspects. Mythes, réalités, lutter contre l'infodémie dans la communauté afin de pouvoir donner l'effet et plutôt que de se baser sur des choses qui sont tout simplement des bobards et qui sont infondées, et cela nous permet de pouvoir asseoir la PCI. Je vais terminer par une image dans la communauté et vous dire merci. Voici cette image dans la communauté. Nous sommes au marché. Ici, c'est comme ça que nos marchés se présentent dans tous nos pays, même à l'instance actuelle. Est-ce que quelqu'un peut-il aller dans ce marché? Lorsqu'on est dans une zone de santé, essayer de nous concentrer sur ce marché ici pour évaluer tous les facteurs de risque qu'il y a, essayer de mettre un plan d'amélioration opérationnelle afin que la PCI communautaire puisse être mise et renforcée. Cela demande des moyens et la participation de la communauté et son implication nous permet de faire donc de ce travail avec la communauté. Professeur, je vous dis merci. J'ai pris longtemps, mais je crois avoir un peu brossé et ramassé les aspects de la PCI communautaire. Merci, professeur. Bravo, 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 docteur Valérie. Vous l'avez bien fait. Et juste, j'espère que j'aurai un peu de temps à allouer. Il y a beaucoup de questions, surtout pour nos collègues du RDC. J'espère qu'ils sont là. Et de nouveau, je profite de l'occasion. Il y a beaucoup de collègues qui nous ont joints de pas beaucoup de pays. Il y a même de chez moi, il y a Dr Hati, Dr Zorlem, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints du Maroc, du Mali. Alors, je souhaite tous le bienvenue et on espère le revoir de nouveau. Ceci dit, je vais commencer par analyser les questions. Et Dr Valérie, désactivez votre écran, s'il vous plaît. Permettez-moi de faire une petite observation avant de commencer à poser les questions à nos collègues. Juste un petit rappel pour tous nos collègues, s'il vous plaît, dans votre profil, écrivez votre nom complet et votre pays pour qu'on sache d'où ça vient. Parce qu'il y a des questions qui me viennent. Anemos attendez, je peux pas prendre votre question, je m'excuse. Il y en a quelques questions qui sont en rapport d'ordre politique ou critique. Je m'excuse, c'est une plateforme technique qui traite du domaine de la prévention contre l'infection. Alors là, je ne peux pas prendre des questions qui, plus ou moins, qui comportent des jugements ou des critiques.
D'accord. Alors, pour commencer, juste je demande à mes collègues Dr Isabelle et Dr Gertrude et Valérie de désactiver leur micro. Et on va commencer par la première question. Dr Gertrude, Dr Isabelle, vous êtes avec moi? Vous êtes avec nous? Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Ah oui, merci bien. Bon, il y a notre collègue Emmanuel du RDC, mais je vais prendre seulement une partie de sa question. Il vous demande par rapport à l'intégration de la PCI dans les universités de base, où en sommes-nous en RDC? Rapidement, s'il vous plaît, une réponse. OK. L'intégration comme nous avons dit, je ne sais pas s'il y a un dialogue qu'on a sauté. Dans toutes les communautés, nous avons organisé les comités, nous avons des points focaux dans des universités. Et d'ailleurs, là, nous faisons des missions conjointes avec la communication des risques et l'engagement communautaire. Nous avons fait la ronde. C'est sur base de ça, nous avons eu l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, je pense, avec les kits de PCI communautaires que nous sommes en train de donner dans des universités et dans des communautés. Donc, si on n'a pas fait partout, mais nous sommes en train de les faire. Merci. Merci. Bon, pour notre collègue Paul Martial, je suis désolé, on ne peut pas partager avec vous la base des données. Alors, il a demandé à partager la base de données, on ne peut pas donner. Docteur Alain Okito, il demande à Docteur Isabelle, en évaluant une FOSA, peut-être dans d'autres pays, qui ça passe ce terme-là, c'est formation sanitaire. C'est-à-dire, on désigne une formation sanitaire, une institution de santé, un établissement de santé. Il vous dit, en évaluant une FOSA, l'infection nosocomiale est égale à 0. Est-ce que cette évaluation est vraiment objective, vu que c'est difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir 0 infection? Alors, après combien de temps que ces cas d'infection nosocomiale sont détectés? Merci. Bon, c'est une question un peu complexe. Si vous avez une courte réponse à vous, Dr Gertrude ou Dr Isabelle. OK, bon, nous avons notre outil. Il y a des composantes quand nous allons évaluer. Il y a des composantes que nous regardons. Les triages, les comités d'hygiène, hygiène des mains, si les gens se lavent les mains. Ce n'est pas seulement l'infection nosocomiale qui est comme notre... Autour des cas, il y a d'autres paramètres que nous évaluons. Et dès que nous voyons qu'il y a un problème, c'est à ce moment-là que nous faisons, donc on fait un plan d'amélioration autour de tout ça. On regarde les triages dans les formations sanitaires, comment ça se présente. Bon, est-ce que les gens portent correctement les équipements de protection, la stérilisation, les lingeries, tout ça? Bon, si pendant cette période-là que nous avions évalué et qu'il n'y a aucun patient n'a présenté, bon, aucun patient n'a une infection nosocomiale. Donc, si on voit d'autres paramètres, ce n'est pas seulement les uniques paramètres que nous regardons. Merci. Merci, merci, docteur. Bon, il y en a des questions. Oui, vas-y, à vous. Oui, docteur Gertrude. Oui, je voulais compléter le docteur Isabelle. Oui, vas-y. Pour parler d'une infection nosocomiale, donc il y a la définition qui est tout à fait simple. Hein? C'est une infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge d'un patient, et si elle n'était pas présente ni en incubation ni au début de la prise en charge. Donc, le patient est venu pour autre chose, et si au cours de son hospitalisation, il développe autre chose, on peut penser à une infection nosocomiale. Mais si c'est une infection qu'il avait avant, là, ce n'est pas une infection nosocomiale. Donc, c'est sur base de ça qu'on peut faire la différence entre la pathologie à laquelle le patient est entré dans une formation sanitaire. Merci, merci pour avoir complété, Dr Gertrude. Bon, il y a des questions que je vais regrouper qui ont été posées par Emmanuel Kengi, j'espère que j'ai prononcé le nom. Il y a par Dr Richard Kitingue. Juste, je vous demande par rapport aux enjeux de la sécurité de patient, les 12 mesures qui ont été proposées, est-ce que vous avez pu, ou combien de mesures déjà ont pu être mises en place en RDC? Oui, à vous, Dr Gertrude, Dr Isabelle. Si vous pouvez expliciter la question. On n'a pas bien suivi.
Oui, alors ils disent qu'il y a 12 mesures que vous avez proposées pour la sécurité des patients, mais je n'ai pas vu dans la présentation, je crois. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que ça n'a pas été présenté ça n'a pas été dit dans votre présentation, je crois. Vous n'avez pas parlé de sécurité de patients, non? Bon, nous, autour des cas, là, nous sommes dans la prévention et contrôle d'infection. Autour des cas, il y a des activités que nous faisons. D'abord, quand il y a un cas qui arrive dans une formation sanitaire, on doit d'abord savoir il vient de quelle zone de santé. Parce que tu peux habiter Gombe, mais tu vas consulter à Limité. Tu habites, mais tu vas consulter Gombe. Vous avez son adresse. Et dans ces cas-là, il y a des activités que nous menons. Des contaminations du lieu de séjour du cas. Comme on a dit, là, il y a des gens qu'on a au niveau des formations sanitaires. Il a commencé par où? Vous voyez tous les circuits du patient, son ménage. S'il était parti au marché, s'il était parti à l'église avant qu'il n'arrive dans la formation sanitaire, c'est ce que nous faisons. Bon, il y a aussi les dotations de kits, comme on l'a dit là-bas. Dotation de kits autour des cas. Il y a des kits PCI des ménages qu'on donne et on peut donner aux ménages, on peut les donner aux formations sanitaires. Si on évalue aussi une église, on se rend compte qu'il y a beaucoup de risques. Dans des églises aussi, ces kits-là, nous les donnons. Bon, il y a certaines choses, si on veut aller travailler dans une communauté, nous n'allons pas seuls. Comme avant que nous allons pour éviter les résistances, souvent, si on se rend compte qu'il y a un problème là-bas, il y a la commission psychosociale et la communication qui nous précèdent. Dès qu'ils vont, ils préparent le terrain et ils nous disent, bon, tout est OK, et nous pouvons partir. Donc, je pense que, je ne sais pas si merci bien. Oui, merci. Il y a une question pour Dr Valérie de la part de notre collègue Constant. Elle vous dit, Dr Valérie, n'est-il pas nécessaire de faire le plaidoyer auprès des autorités pour l'implication des acteurs de la PCI dans la construction des établissements recevant du public? Dr Valérie? Merci beaucoup, professeur. L'une des grandes composantes de la PCI, c'est l'architecture et la construction des infrastructures sanitaires. Donc, c'est une très grande composante. Normalement, dans l'architecture des hôpitaux, des établissements de soins, oui, on implique la PCI là-dedans. Vous ne pouvez pas faire une construction d'hôpital, vous ne pouvez pas faire une construction d'une sans en tenir compte. Parce que les notions de ventilation, les notions de circuit, les notions de lumière au niveau des salles sont très importantes. Les notions d'installation des machines pour faciliter le nettoyage, la qualité des surfaces sont des composantes très importantes de la PCI. Donc, c'est parmi les recommandations. C'est à chaque gouvernement de pouvoir prendre des dispositions. Et ici, les pays qui ont déjà intégré la PCI dans le système de santé en tiennent compte dans l'architecture et la construction des hôpitaux. Merci, professeur. Merci. Une autre question pour vous, Dr Valérie, aussi, de la part de notre collègue Emmanuel Ourgou. Comment faire pour lutter contre l'infodémie sur les réseaux sociaux, vu que c'est le canal par lequel les gens se procurent le plus d'informations à l'heure actuelle? Oui, à vous, Dr Valérie. Merci beaucoup. C'est un programme très complexe parce que dans l'infodémie, vous avez besoin de pouvoir impliquer plusieurs personnes. Et sur les réseaux sociaux, dans un pays, on peut bien se décider de faire la contre-information en utilisant les canaux traditionnels de communication, mais aussi en postant des messages sur WhatsApp, en utilisant par exemple des sociétés de télécommunication, comme par exemple autour de la vaccination, à des informations qui sont lancées par l'État en passant par des sociétés de télécommunication, donc des sociétés téléphoniques que l'on a. Et on va en ce moment-là inonder de vraies informations, d'informations contradictoires. Ce qui n'est pas facile, mais il faut toute une équipe multidisciplinaire, une approche multidisciplinaire et une approche multimodale afin de pouvoir arriver à avoir une réponse effective. Et on peut faire des regroupements sociaux également pour pouvoir essayer de pouvoir contrer ces informations. Donc, les approches ne sont pas que sur les réseaux sociaux, on peut faire aussi des approches au niveau communautaire. Merci. Merci, Dr Valérie. Une question pour vous, Dr Isabelle, Dr Gertrude. Peut-être une constatation de notre collègue Abdallah Kapakola. Il est de RDC, je connais Dr Abdallah. Il vous dit, ma question à analyser, peut-être si on respecte toutes les mesures barrières que vous avez mises en place et recommandées, à quoi bon d'avoir le vaccin? Est-ce que vous avez une réponse à notre collègue? Bon, peut-être qu'on peut aider par ça. Ok, docteur Isabelle, allez-y, je vous en prie.
Oui, vas-y, docteur Isabelle. Commencez, docteur Valérie. Il est connu qu'une personne vaccinée n'est pas exemptée de pouvoir recevoir un virus. Même si on sait très bien que la vaccination réduit la charge virale au niveau de l'organisme, cette personne n'est pas exemptée. Elle peut même recevoir une souche virale qui n'est pas, ou une variante ou un variant de ce virus qui n'est pas le premier qu'il avait avant. Donc, ça veut dire que nous allons continuer à vacciner pour pouvoir, en ce moment-là, prévenir les choses dont on a parlé qui sont très claires, la survenue de la sévérité, la réduction de la mortalité. Donc, pour pouvoir essayer de pouvoir prévenir la survenue de la sévérité de l'infection, la survenue de la mortalité, mais également pour encourager et soutenir la réduction des hospitalisations dans les hôpitaux. Cela est très important. C'est que du coup, quand on atteint une certaine couverture vaccinale, on va pouvoir protéger davantage la population. La preuve est que quand Omicron ici est venu, Omicron a aidé justement à pouvoir accroître tant soit peu une certaine immunité au niveau communautaire, mais aussi qu'il faille ajouter, la vaccination y a aussi contribué. Donc, pour être bref, nous conseillons la continuation des moyens parce que quelqu'un qui est infecté peut continuer à répandre le virus et celui qui est vacciné également peut continuer. Et puis, le degré de couverture de cette vaccination, la durée de couverture de cette immunité-là, elle est aussi variable dans le temps et qu'il faille recevoir justement des doses de rappel qui permettraient de pouvoir remonter le niveau. D'où il faut continuer à utiliser les moyens de prévention non pharmaceutiques. Oui, docteur Isabelle, si vous avez quelque chose à rajouter, merci. Oui, docteur Isabelle, c'est bon? Oui, c'est bon. Il a bien répondu. Oui. Merci. Oui, c'est bon parce que quand on voit bien, prenons l'exemple d'autres vaccins, parce qu'actuellement, il y a le vaccin contre la COVID, mais la vaccination n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a d'autres vaccins qui sont donnés. Prenons par exemple pour le PEV de routine. Donc, il y a des vaccins qui sont donnés. Donc, quand l'enfant a été vacciné, il n'est pas dit que l'enfant est exempt de ne plus faire la maladie, mais l'enfant pourrait faire la maladie, mais sous une forme très atténuée. Donc, j'appuie le docteur Valérie pour dire que la vaccination est très, très importante parce que quand on est vacciné, ça ne veut pas dire qu'on est exempt, qu'on ne pourra plus faire la maladie. Non, non. Et on doit continuer à se protéger et prendre toutes les doses conseillées pour pouvoir avoir une immunité assez importante. Merci. Merci bien, merci bien. Juste pour votre information, le collègue qui a posé la question, il y a notre collègue aussi, Joseph, qui ont posé des questions en rapport avec la vaccination contre le Covid. Alors, normalement, la semaine, le jeudi 3 mars ou 10 mars, professeur Randria va faire pour nous une présentation en rapport avec le sujet de la vaccination COVID et le mécanisme qu'on peut utiliser ou déployer pour favoriser l'acceptation de ce vaccin-là et l'option pour être vacciné contre le COVID. Alors, j'essaie de trouver une autre question, sinon ça sera la dernière. Je suis désolé, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas d'ordre technique. Il y a notre collègue Mamadou Sonkara qui demande à Dr Isabelle, qu'est-ce que vous voulez dire par le bio-nettoyage? Oui, Dr Isabelle? Allô? Dr Isabelle? Vous êtes avec nous encore? Allô? Je suis suivi. Allô? 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 Oui, Isabelle, on te suit. On te suit. OK. Est-ce qu'on me suit? Oui. Est-ce que vous avez pu saisir la question? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, le collègue, il vous demande exactement c'est quoi pour vous le bio-nettoyage.
OK, merci beaucoup. Le bio-nettoyage nécessite un certain nombre, une série d'actions, d'activités à pouvoir réaliser. Donc, il faut d'abord nettoyer et puis après, vous allez pouvoir désinfecter. Parce que pour que ce soit bien nettoyé, il faut pouvoir commencer par une série de nettoyage avec les produits attitrés. Et puis, vous allez pouvoir aller dans la désinfection avec les produits de désinfection. Là, nous aurons une synergie qui pourra pouvoir permettre de pouvoir débarrasser soit l'ustensile ou l'instrument que vous avez voulu, ou bien si c'est une surface, vous avez voulu bien nettoyer. Donc, il faut nettoyer avec les produits et puis désinfecter avec les produits de désinfection. Merci, docteur Isabelle, merci. Je crois qu'on a dépassé un peu notre temps et ça a été alloué un peu parce que vu le problème technique qu'on a rencontré au début. Ceci dit, juste un petit rappel pour les questions qui restent pendantes en rapport avec la vaccination COVID. Comme je le dis la dernière fois, mes chers collègues, là, le 3 ou le 10 mars, on va avoir une présentation spécifique à ça et vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Nos séries de webinaires sur la prévention contre l'infection continueront avec cette 11e série qui comporte 6 sessions et la deuxième série qui comportera aussi 6 sessions et on essaie à répondre à vos questions et on essaie d'opter pour les sujets qui ont été sollicités et d'intérêt commun pour la majorité de nos pays africains et de nos collègues africains. Je saisis l'occasion au nom de l'Union africaine, Africa Center for Disease Control, ICANN, le réseau africain pour la prévention contre l'infection, l'OMS Afro et l'OMS, de remercier nos panélistes aujourd'hui qui ont accepté de passer ces deux présentations qui sont de grande valeur, que ce soit deux collègues du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, Dr Gertrude et Dr Isabelle, et notre collègue Dr Valérie. Je remercie tous les collègues participants et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Merci, professeur Chedli. Merci. Docteur, professeur Ali, voilà, je m'excuse. J'ai cru que vous étiez déconnecté. Je suis désolé, je remercie professeur Boula qui a été avec nous aujourd'hui durant ce webinaire. Merci beaucoup, professeur Chedli. Merci, Gertrude, Isabelle et Valérie aussi. Merci tous les participants. À la prochaine. À la prochaine. Merci, prof. Je vous en prie. Merci, professeur. Je vous en prie. Vous êtes tous les bienvenus. Et juste un rappel aux participants que leur participation, s'ils veulent partager l'expérience de leur pays en matière de prévention contre l'infection dans le cadre de la pandémie COVID-19, ils sont les bienvenus. Juste, ils peuvent nous écrire et on va intégrer leur présentation. Merci, Dr. Samia Harfi. Merci.